Eh bien, on se retrouve. Alors, autant le dire à tous ceux qui vont nous écouter, ça a été un petit peu laborieux aujourd'hui, mais on y est arrivé. Mais de sincères félicitations à Anthony Turgis qui a réussi à se connecter après quelques difficultés. On se moquera pas. En revanche, Yvon a été remarquable. Yvon, dont on ne soupçonnait pas les qualités de geek un petit peu partout, et qui vient de le démontrer. On va parler de Cofidis aujourd'hui. N'y a-t-il plus qu'un seul leader chez Cofidis? Quand j'ai écrit ça, je pensais bien sûr à Nasser Boigny. J'ai quand même des éléments de réponse, mais je préfère quand même. Ils vont évidemment te laisser la parole. Auparavant, je salue quand même Anthony qui nous rejoint. On veut toujours avoir un coureur avec nous sur ces TVLops dont c'est le numéro 4. Et les 3-2-1, les 3-2 et premiers, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de Velops. Je vous invite d'ailleurs à nous follower, à nous suivre, enfin bon bref, et à suivre aussi bien sûr l'équipe Cofidis, Team Cofidis, @Team Cofidis, c'est le compte Twitter. Et puis @Anthony Turgis, c'est bien le bon compte, Anthony, on est bien d'accord. C'est le bon, c'est parfait là. Voilà, on reviendra pas sur les méandres auparavant dont nous avons été témoins. Alors, d'abord, le mot, honneur au boss. Yvon, n'y a-t-il plus qu'un seul leader chez Cofidis? Et s'agit-il tout simplement de Nasser Boigny, l'homme le plus cher du peloton français? Alors, les choses ne sont pas aussi binaires. Je pense qu'effectivement, sur une partie du programme de l'équipe, et la partie du programme qui concerne Nasser, effectivement, il y a un leader unique, c'est Nasser, de par ses qualités, de par ce qu'il est en mesure de réaliser, ce qu'il a déjà réalisé et ce qu'il réalisera dans le futur. Mais l'équipe Cofidis, ça ne se résume pas exclusivement à Nasser, notamment parce qu'il y a des jeunes coureurs de talent qui forment cette équipe, qui ont montré tout au long de cette année qu'ils allaient vite dans la progression et qui prenaient une place importante au sein de l'équipe. Anthony, bien sûr, en fait partie, et en plus, c'est un néo-pro, donc c'est d'autant plus remarquable. Il y a également des coureurs comme Christophe Laporte qui a aussi progressé très rapidement. Et puis, on a aussi une part, alors c'est un petit peu l'historique chez Cofidis, mais on a aussi des très bons grimpeurs. On a aussi un coureur comme Dani Navarro, donc qui lui a eu une jouée de malchance vraiment cette saison, mais qui a aussi apporté à l'équipe Cofidis ces 2 dernières années de bons résultats dans les grands tours, une victoire d'étape à la Vuelta, des beaux classements généraux sur le Tour de France sur la Vuelta. Et à côté de lui aussi des grimpeurs qui commencent à s'affirmer. Nicolas Hédé qui a fait une très belle saison. Et puis également des coureurs comme Rudy Mollard qui a fini par remporter sa première victoire chez les pros au Tour du Limousin. Mais je pense que c'était le déclic nécessaire et que ça va suivre. Donc l'idée, effectivement, c'est de faire une équipe solide autour de Nasser sur toutes les épreuves qui lui conviennent et sur lesquelles il peut prétendre à jouer le premier rôle. Et là, il n'y a pas de discussion, je dirais, sur le sujet. Et puis ensuite, c'est aussi de marquer une présence avec le reste de l'équipe sur un programme qui est quand même important, le programme de l'équipe Cofidis, même si on ne sommes pas une équipe Pro Tour. On fait beaucoup d'épreuves du World Tour et également d'autres épreuves sur le territoire français notamment. On en profite pour saluer tous les organisateurs français qui font beaucoup pour notre cyclisme. Oui. Donc voilà, un peu... Alors, t'as balayé un petit peu, effectivement, non pas du revers de la main, mais tout justement, tout ce qui caractérise on va dire, l'effectif actuel et à venir. On va en parler, bien sûr, de la formation Cofidis. T'as en partie répondu à la question qui se pose en nous disant effectivement qu'il y avait de bonnes révélations, de très bons, des coureurs prometteurs au sein de l'équipe Cofidis. Anthony Turgis en fait partie. Anthony, on t'a découvert. Enfin bon,
bon, il faut savoir que les Turgis, c'est quand même une sacrée famille. Hein. Dans la famille Turgis, je voudrais le grand frère. C'est pas lui. Hein. Le grand frère, c'est qui? C'est Jimmy? Non, je m'y perds, moi. Hein. C'est ça, c'est Jimmy. C'est Jimmy, ouais. Et le petit, c'est le Tanguy qui était là aussi au championnat du monde à Richemont. Voilà. Et toi, tu rentres et tu as pas disputé, on le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, tu n'as pas disputé la course élite au championnat du monde, mais la course espoir, et tu ramènes l'une des quelques médailles françaises, puisque ça a été quand même un très bon cru pour les championnats du monde. Derrière ton camarade Kevin Le Danois, titré donc chez les espoirs, toi, tu es quand même allé chercher la médaille de bronze. Avant de revenir à l'équipe Cofidis, une petite parenthèse, deux parenthèses. La première parenthèse, je salue les gens qui nous rejoignent. Je tiens à dire que vous êtes de plus en plus nombreux pour suivre le direct, mais aussi le replay, puisque le précédent numéro a fait, je crois, à peu près 10 000 vues sur les différents réseaux sociaux, donc c'est assez satisfaisant. Anthony, deuxième parenthèse, ta médaille de bronze, imagine, tu te sacrifies complètement pour Kevin Le Danois et tu reviens bredouille. T'aurais réagi comment? Bah, non, j'aurais réagi. Le principal, c'était le titre. Après, donc, c'était que du bonus. Attends, la médaille. fais pas de langue de bois ici. Hein. Tu dis vraiment ce que tu penses. Hein. Attends, il y a 19 personnes. C'est un peu comme si on était dans ton salon. Hein. Enfin, je dis pas ça pour tu vois ce que je veux dire, quoi. On est un peu entre nous. Enfin, après avoir dit qu'il y a 10 000 personnes qui peuvent ensuite te voir, mais raconte-nous. T'es sûr que t'aurais été content de rentrer sans médaille? Non, bien sûr, j'aurais une pointe de déception parce que on y allait tous pour le titre, mais bon, il y a qu'une personne qui peut monter sur la première marche. Après, derrière, c'était l'équipe qui devait ramener le maillot. C'est ce qui s'était produit. Je voyais que Kevin pouvait le faire et j'ai pas tout de suite hésité à mettre la main à la pâte pour justement qu'il puisse aller au bout. Donc derrière, bah, j'ai tout de suite fait le boulot et puis derrière, même moi, en me disant si ça revient au pied de la bosse, je peux encore être là. Et puis bon, bah après toute la côte, j'ai réussi à contrôler mes adversaires. Et puis même quand l'Italien lance le sprint aux 200 mètres, il y avait quand même une avance assez convenable pour Kevin. Donc je savais qu'il allait aller au bout. Donc moi, je fais mon sprint derrière, mais déjà déconcentré parce que je savais que l'objectif était atteint. Et donc après, on peut très bien me voir, je fais 50 mètres de sprint et je surveille le quatrième et j'ai vu que le deuxième était quand même plus rapide que moi. Donc derrière, j'ai vu que voilà, j'avais assuré derrière ma médaille, mais d'un côté, c'était le titre et ça aurait été pas Kevin, ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre de l'équipe et c'est très bien passé. Donc aucun regret. Le principal, c'était le titre et on l'a eu. Alors, Yvon, tu le catalogues comment, Anthony? Tu vas prendre toute la famille d'ailleurs chez Cofidis à terme ou tu vas te contenter de celui-là? Et tu le catalogues comment? Dans quel registre exactement? Anthony, il a un registre relativement étendu, je dirais. Oui. En tout cas, c'est un bien ça le problème ou la chance. Ouais. Pardon? C'est bien ça, ou le problème ou la chance, parce que c'est un bon puncher, il a une petite pointe de vitesse, on le voit aussi de temps en temps se glisser dans des bonnes échappées. Et est-ce que son rôle avant tout c'est d'être un équipier? Non, je pense que son rôle dans l'avenir pourra pas se cantonner, ne se cantonnera pas, pardon, au rôle d'équipier, parce que à mon avis, il a un potentiel qui lui ouvre des perspectives autres. Le fait, c'est un puncher, mais c'est aussi avant tout un coureur intelligent qui a le sens de la course et qui a le sens de la gagne. Donc ça, c'est important. Première année professionnelle, une victoire d'étape avec un beau sens de l'opportunité et des moyens physiques pour le faire. Et au bout, un classement général aussi, au boucle de la Mayenne. Donc il a montré tout de suite qu'il savait gagner. Dans les rangs en dessous, il a montré aussi qu'il savait gagner des belles courses. Il était présent sur les rendez-vous, les grands rendez-vous qui se fixent. Ouais, voilà, Liège-Bastogne chez les Espoirs, et puis d'ailleurs cette année encore échappé, je crois, hein, il me semble, c'est sur Liège que tu étais échappé. Ah oui, j'étais échappé, c'était les consignes de l'équipe, et il en fallait un devant pour assurer, on va dire, la force derrière, et moi j'ai allé plus pour découvrir, et l'année prochaine on verra comment ça se passe, mais je compte bien peut-être revenir l'année prochaine et faire un autre rôle et voir la suite du parcours, on va dire. Est-ce que, alors, j'essaye de rester quand même dans le sujet qu'on s'est fixé. Et puisqu'il y a beaucoup de gens, je vous incite. Alors, il y a deux choses.
Vous pouvez poser des questions en ligne. Vous pouvez le faire, que ce soit sur un mobile ou que ce soit donc sur le web, c'est possible. Si quelqu'un veut vraiment poser une question en face à Anthony Turgis ou à Yvon, il peut venir, il peut me demander et je le ferai rentrer justement dans cette mosaïque. Il n'y a aucun problème. Profitez-en. Vous êtes les bienvenus. Yvon, il est clair que aujourd'hui, l'important dans ce cyclisme moderne, c'est quand même le résultat, de gagner des courses, et il n'y a plus de petites courses. Tu parles de cette victoire sur les boucles de la Mayenne. C'est une victoire, vous en avez, je crois, 17 cette année, c'est beaucoup mieux que ces dernières années en termes de victoire. Est-ce que il y a un débat qui revient souvent chez les coureurs, quand on parle notamment avec les anciens disent, et quand je dis les anciens, pas forcément ceux qui sont très vieux, ils disent les coureurs n'ont plus le libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant des consignes très précises en début de course et il n'est pas question de s'écarter de ces consignes. Est-ce que c'est également le cas chez Cofidis ? Je crois qu'il faut, entre guillemets, le vélo, c'est un sport, mais on est dans un sport professionnel. Je pense que les coureurs, ils demandent aussi, sont demandeurs de consignes précises par rapport à ce qu'il y a à faire dans une course, l'objectif qu'on se fixe, parce que ça permet aussi de faire le point, y compris à l'arrivée, quand on doit débriefer. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que les anciens, ou entre guillemets, ceux d'il y a pas très longtemps, portent ce jugement, parce que qu'est-ce qu'on devrait dire de l'époque des Coppi, Bartali, Merckx même, où là, il y avait même pas... Ils n'ont pas parlé, ceux-là. Hein ? Ils n'ont pas parlé, Coppi et Bartali, avant de faire cette petite visioconférence. Là, tu vas chercher quand même très loin. Moi, je parlais plutôt des années 80, 90. Le vélo a eu des périodes différentes où les choses étaient... Bon, à partir du moment où il y a, et même quelques temps en arrière, je veux dire, quand il y a eu dans une équipe un coureur qui sortait du lot dans un domaine, effectivement, il faut, c'est le cyclisme moderne, mais c'est aussi à la fois le réalisme et la recherche de la performance et du professionnalisme, le mettre dans les meilleures conditions pour performer, si c'est lui qui est le mieux placé pour performer pour l'équipe. Et donc, on donne pour ça des consignes précises à chacun, où chacun, d'une manière, on peut trouver ces consignes je dirais, en élargissant la réflexion avec les coureurs, qui eux savent ce qu'ils sont capables de faire à certains moments et pas à d'autres, en fonction de leur potentiel. Donc, ça peut être une réflexion collégiale que de dire, voilà, on va structurer le travail de cette forme. Bon, et à un moment donné, si ça a un peu de mal à se mettre en place, c'est normal qu'il y ait des gens pour ça qui prennent des décisions et qui les expriment. Je crois qu'on peut pas faire du hurrah vélo aujourd'hui partout et tout le temps, sous peine de gagner, de perdre pas mal de courses et d'en gagner très peu. Mais alors, Anthony, prenons un exemple concret. Toi qui aimes bien t'échapper de temps en temps, est-ce que lorsque tu t'es échappé, on parlait tout à l'heure de Liège-Bastogne-Liège, mais d'ailleurs, le jour où tu gagnes dans les boucles de la Mayenne, c'est à l'occasion c'est au terme d'une échappée, assez longue d'ailleurs. Quand tu t'échappes en tout début de saison sur l'étoile de Bessèges ou autour du Pays Basque, est-ce que c'est conforme aux directives qu'on t'a données lors du briefing, ou est-ce que tu l'as fait parce que l'opportunité se présentait ? C'était beaucoup pour le briefing, mais aussi beaucoup pour un travail derrière. Je travaille beaucoup avec Jacques Descrions qui m'entraîne, et puis ensuite lui il me conseille d'aller dans l'échappée pour justement me former en puissance et en caisse. Donc forcément je vais de l'avant, et puis au début d'année on me disait d'y aller tout de suite, j'y allais aussi parce que je sais que le progrès ça passe par là, faut pédaler. Donc puis au fur et à mesure de la saison on court différemment, puis on gère différemment. C'est vrai que j'ai réussi à remporter une course en étant échappé devant parce que on était assez nombreux. La course s'était relancée devant, donc on a réussi à bien jouer comme ça. Après, la plupart des courses actuellement arrivent quand même au sprint ou individuel, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare qu'une échappée aille au bout sur des types de courses comme cette année. Ce qui est assez, je crois qu'il faut peut-être le rappeler, Yvon,
ce qui est assez remarquable cette année, c'est que on était tous dans l'attente de voir ce que Nasser Boigny allait faire. Au début de saison, ça a été quand même assez laborieux. Ça n'a pas en tout cas été fait dans la facilité, mais surtout ce qui est remarquable, c'est qu'il n'est pas du tout le seul à avoir gagné, même s'il a gagné une dizaine de courses cette année. Il n'est pas le seul à avoir gagné. Bien sûr, Anthony en est la preuve, mais il y a aussi Rudy Mollard qui a gagné sur le Limousin. Il y a aussi Adrien Petit qui a gagné sur le Tour du Luxembourg. Il y a Alstrand, ce coureur suédois qui est chez vous, qui a gagné sur les 4 jours de Dunkerque. Il y a l'Estonien Gerd Jouar qui a gagné son championnat. Enfin bref, vous avez quand même des coureurs, je ne sais pas si j'en oublie, mais vous avez des coureurs qui sont capables de gagner et qui ont pu le faire cette année. Oui, effectivement, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, clairement, si on regarde les choses un petit peu comme ça de l'extérieur, c'est clairement Nasser Boigny, le leader de l'équipe Cofidis. Mais bon, il l'est forcément sur une partie du programme. Et à côté, il y a des coureurs, 5 notamment là en l'occurrence, qui ont pu remporter des victoires à titre personnel. Et ça aussi, c'est important. Et c'est ce que je voulais expliquer au début de notre échange. Et c'est quelque chose qu'on souhaite voir se renforcer même dans le futur. Il faut à la limite que le score de Nasser gonfle et peut-être s'étoffe encore avec des plus belles victoires, même s'il est passé très près de grandes choses, avec un gros regret, notamment pour l'équipe, c'est quand même le titre de champion de France, parce que là, c'est un gros regret collectif, évidemment. L'équipe avait tellement bien couru, tellement bien travaillé, et Nasser était là pour finir juste ce travail collectif. Bon, et la manière dont ça s'est terminé, évidemment, c'était une grosse déception, une grosse frustration pour l'ensemble de l'équipe. On rappelle qu'il est tombé dans ce sprint, qu'il s'est fracassé dans le sprint finale. Voilà. Et donc, à côté, évidemment, l'idée, c'est de faire gagner d'autres coureurs. Alors, avec certainement peut-être une part, comment dirais-je, plus d'initiative de leur part, en tout cas de flair. Quand je dis que Anthony sent bien la course et un gagneur, ça fait partie de ça aussi. Il y a les consignes, et puis il y a un moment donné où le coureur il se retrouve devant sa copie quand même, ou de la chance qu'il doit saisir à un moment donné pour transformer l'essai. Donc, sur la partie hors, je dirais, spécialiste et sprint, où là les choses forcément sont plus organisées, plus stéréotypées, à côté il y a tout un tas d'épreuves où des coureurs peuvent avoir une marge de manœuvre un petit peu plus importante et où peuvent faire valoir leur feeling, leur sens de la course à côté d'un collectif organisé. Un collectif organisé, ça veut pas dire toujours quelque chose de complètement sclérosé, stéréotypé pour moi, mais simplement quelque chose qui fonctionne bien en équipe et globalement, et après qui donne à celui qui a les meilleures jambes ce jour-là ou qui a le meilleur sens tactique l'occasion d'aller chercher la victoire. Donc voilà ce qu'il faut organiser autour des coureurs dans l'équipe. C'est quelque chose qui soit structuré, mais qui soit pas sclérosé et qui permette effectivement aux coureurs qui sont capables de gagner. On sait que tous les coureurs, malheureusement, sont pas capables de gagner. Il y a des coureurs qui se retrouvent quelquefois en position de gagner, même voire assez souvent, et ils vont pas transformer l'essai. D'autres, ils sont très peu souvent dans cette situation-là, mais on sait qu'ils vont gagner ou quasiment de manière certaine, ils vont y arriver. Et voilà, parce qu'ils ont le sens de la course, parce qu'ils ont le sens de la gagne, parce qu'ils n'ont pas le bras qui tremble, parce que un certain nombre de choses. Et Anthony tout à l'heure a dit quelque chose d'important aussi. Dans certaines courses et pour certains coureurs, des fois leur demander un travail, d'aller dans l'échappée, dans une grande course, etc. Ça fait un rôle d'ouverture pour l'équipe, mais c'est aussi en même temps, ça doit être perçu comme eux. Et lui, il le sait très bien, il l'a bien compris d'entrée, comme la possibilité, justement, comme il le disait fort bien, de prendre de la caisse, de travailler, de prendre de l'expérience. Et après, le deuxième registre, oui, c'est vrai, on fait 200 bornes, en gros, dans l'allure, à Liège-Bastogne-Liège, chez les grands. Et puis, l'idée, l'année d'après, c'est d'aller voir la fin du parcours, comment elle est en course quand ça roule à bloc, quoi. Mais ça se fait step by step, et donc, tout n'est pas stéréotypé, loin s'en faut. Simplement, il y a besoin de cadre et de structure
dans un certain nombre de cas. Tout n'est pas stéréotypé dans la conduite de l'équipe, j'entends bien. Est-ce qu'en revanche, je voudrais l'avis d'Anthony, est-ce que justement lui qui est encore un espoir, qui a quitté bien sûr la catégorie espoir tout au long de l'année, comme c'était le cas pour lui l'an passé, mais qui est passé donc d'un système de course où c'est souvent assez débridé, il me semble, je suis pas un spécialiste des courses amateurs ou espoirs, mais il me semble que c'est quand même beaucoup plus débridé et beaucoup moins stéréotypé que chez les pros. Est-ce que, Anthony, tu n'as pas trouvé que les courses auxquelles tu participes maintenant sont un petit peu trop stéréotypées, un petit peu trop cadenassées? Quel est ton sentiment là-dessus? C'est vrai que des fois, c'est un peu cadenassé du moment où vraiment on commence à être un peu plus sur les freins, quoi. Et à partir de ce moment-là où on gère vraiment d'être derrière une échappée pour essayer de la récupérer le plus tard possible. C'est vrai que par rapport à l'année d'avant, où sur certaines courses chez les amateurs, ça le faisait, mais c'était quand même assez rare, où on laissait vraiment partir volontairement une échappée, alors que là, souvent sur les courses, on laisse partir une échappée et puis on met en route derrière, mais alors que plus chez les amateurs, c'était, on va dire, un peu du bim bam boum. Ça, même s'il y avait une échappée devant, derrière, ça rattaquait. Et puis, si on peut contrôler, c'était pas évident même à contrôler. Donc, personne contrôlait. Et puis, ça se fait la course à la pédale. Et il y a des courses, plus c'est les courses amateurs, en fait, un peu les coupes de France cette année chez les professionnels. Il y a certaines courses où des fois ça ne veut pas sortir. On a beau essayer de cadenasser, la plupart des équipes veulent faire la course, veut durcir la course et ça relance. Et ouais, c'est peut-être ça. Tu n'as peut-être pas encore pris part aux courses qui ont justement la réputation d'être très cadenassées. Les coupes de France, c'est encore de par leur nature, c'est peut-être des courses, en tout cas en début de saison, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de liberté, beaucoup d'action, alors que j'imagine que j'imagine pas, je le vois bien, dans les World Tours, c'est quand même une autre affaire. T'as fait beaucoup de courses en World Tour? T'en as fait? J'ai fait le Tour du Pays Basque et ensuite j'ai fait Liège dans la foulée. Et c'est vrai que sur la première étape du Tour du Pays Basque, où je me suis retrouvé aussi échappé à l'avant, ça s'est tout de suite vu, ça s'est pas beaucoup bagarré pour prendre l'échappée, donc je me suis trouvé tout de suite retrouvé à l'avant, mais sans trop me bagarrer. Mais derrière, ça a mis en route et c'est venu nous rechercher dans le final. Mais derrière, même quand ça fait un peu un tempo, ça laisse sortir des personnes à l'avant. Derrière, il y a quand même un gros boulot et ça roule vite aussi. Alors, tiens, Adrien Croquison te demande si une petite aparté, c'est une question et on vous invite à en poser puisque l'essentiel évidemment de cette rencontre, de cet échange, c'est d'être interactif, je vous le rappelle. Comme vous êtes assez nombreux, n'hésitez pas. Adrien voudrait savoir si tu as mis une croix, et je pose la question sous le contrôle évidemment de ton patron, est-ce que tu as mis une croix définitive sur le cyclocross? J'ai mis une croix. J'ai longuement discuté avec Yvon et aussi avec mon entraîneur Jacques. J'étais presque obligé de mettre une croix sur la saison de cyclocross pour perfectionner sur la route et tout de suite sur le début de la saison de route, j'ai tout de suite monté bien les échelons et j'ai pu gagner une course dès cette année et puis bien progresser. Et je pense que ça passe justement par là. Une grosse préparation hivernale qui est quand même assez courte. Au final, ça passe quand même très vite. C'est 3-4 mois de préparation physique. Puis on enchaîne tout de suite sur la route. Donc, et c'est pas le même effort. Donc, forcément, c'est pas trop compatible sur la longueur de la saison de route. Yvon, on peut faire du cyclocross chez Cofidis l'hiver? Il y a Clément Venturini aussi dans ton équipe. On a un vice-champion de France élite et qui a été champion de France l'année d'avant. Simplement, il y a des moments où il faut faire des choix. Anthony, c'est quelqu'un qui avait cumulé beaucoup d'activités ces dernières années avec succès. Et il a semblé important de lui donner un bon temps de repos avant d'aborder la saison sur route. Il a des grosses qualités pour le futur, on le répète, donc il ne faut pas non plus qu'il en prenne la grosse tête avec ça, mais il a un gros potentiel et c'était important qu'il y ait un break, qu'il puisse faire un plein d'énergie et ensuite faire un travail sur la route.
Après, quant au cyclocross, de toute façon, ses qualités de cyclocrossman, il les a. C'est comme nager, je veux dire, sa technique, tout ça. Donc, si un jour il veut revenir faire des cyclocross et participer, pourquoi pas, à un championnat de France, où bon, ça rentrera. Je suis revenu, moi. Tu es toujours là. Non, mais alors, vous inquiétez pas, parfois on disparaît, mais en fait, on est toujours là. On a parfois chez soi quelques difficultés avec la bande passante. J'ai l'impression qu'on a perdu Yvon, parce que là, ce qui est mauvais signe, c'est qu'on ne l'entend plus. On va attendre qu'il revienne. On parlait du cyclocross, c'était une parenthèse, hein, parce que c'était une question d'Adrien à ce sujet. C'est pas effectivement l'activité. Je sais pas si Clément, tu peux peut-être nous répondre. Profites-en, ton patron est pas là. Clément, il continue le cyclocross. Oui, il va rattaquer une bonne saison de cyclocross. Je pense qu'il est en bonne préparation et il est déjà reparti pour faire de belles choses. Après, c'est vrai que de mon côté, j'étais souvent, on va dire, derrière Clément sur les challenges nationales. Après, c'est vrai, sur des Coupes du Monde, j'ai réussi à faire des belles choses. J'ai réussi à faire un top 5 sur une Coupe du Monde en espoir et j'étais pas loin de faire une belle place aussi sur le cyclocross de Namur qui est vraiment très difficile. J'ai eu un enduit matériel, mais j'ai réussi à revenir faire 14e. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai toujours une idée derrière la tête pour le cyclocross, mais pour l'instant, je préfère le laisser de côté et puis on reviendra peut-être, on va dire, fin de carrière, fin de saison, si vraiment ça me reprend de faire une saison de cyclocross. En attendant qu'Yvon revienne, parle-nous un petit peu du vélo en famille. Justement, on y a brièvement fait allusion tout à l'heure. Ton grand frère est à Roubaix, c'est ça, hein? Je me trompe pas parce que oui, c'est ça, il est à Roubaix et Métropole. Et c'est comment vous est-ce que c'est important pour vous de courir ensemble à un moment ou à un autre, de vous croiser? J'imagine que vos programmes évidemment sont faits indépendamment de tout cela. On tient pas compte évidemment de ce genre de détails. Est-ce que vous arrivez à vous voir? Est-ce que vous arrivez à vous encourager mutuellement? Comment ça se passe? Bah, c'est vrai qu'avec mon frère Jimmy, on essaye quand même de se tenir souvent au courant. Dès qu'on peut faire une sortie ensemble, on essaye de la faire ensemble. Après, les courses, c'est un peu moins évident parce qu'ils portent quand même une couleur un peu Rival. Rivale, voilà, exactement, un peu une couleur rivale contre moi. Donc, pas évident, même si je lui parle quand même de temps, j'essaie de le parler dans le peloton pour passer un peu, des fois pour passer un peu le temps, mais surtout pour être conseillé, puis aussi pour le conseiller derrière. Donc, on essaie de se rendre le plus souvent visite et sur certaines courses, des fois, c'est pas évident parce qu'on sait qu'on est l'un contre l'autre alors qu'on voudrait justement bien courir avec l'un et l'autre. Qu'est-ce que tu espères faire l'année prochaine en termes de résultats? C'est quoi? Tu t'es fixé des objectifs? Tu es du genre à te fixer des objectifs ou tu es plutôt du genre à écouter ce qu'on te dit, à essayer de faire uniquement ce que l'on te demande de faire? Bah, cette année, j'ai fait plutôt, on va dire, une grosse année découverte en fonction des courses que j'avais au programme. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de perfectionner certaines courses et vraiment de préparer une course précise dans la saison et plusieurs courses. Donc là, je vais finir déjà ma saison et puis après, je reparlerai plus des courses pour l'année prochaine. Mais je sais très bien que je vais cibler déjà quelques courses par rapport à cette année et je pense qu'avec mon entraîneur, on va réussir à bien tout préparer tout ça. Et je t'ai même pas demandé, hein, mais c'est qui le meilleur des trois au fait alors? Enfin, chacun peut avoir son avis. Ceux qui vous suivent, c'est toi le meilleur? Est-ce que tes frères te disent que tu es le meilleur ou est-ce que vous dites que il y en a un autre qui... Vous n'avez pas le même âge, faut le préciser, donc c'est difficile aussi peut-être de répondre à cette question. C'est sûr que de comparer, c'est difficile. On nous pose souvent la question. Après, on peut pas dire je suis meilleur ou mon frère est meilleur que moi. Je pense qu'on est tous pareils. On veut tous la même chose. On veut tous être au meilleur niveau que soi-même. Donc, finalement, on essaye de monter en échelon par échelon et de se retrouver au plus haut niveau. Alors, figure-toi qu'il y a Yvon qui m'appelle au téléphone. À mon avis, il a un petit souci pour se connecter. Yvon. Donc, je sais pas si vous avez besoin que je vous rejoigne ou pas. Ah bah un peu, ouais. On a encore 5 minutes. Bon, alors je le fais, il tourne, hein, donc il travaille et je vous rejoins. À tout de suite. Et il était en train de demander s'il pouvait se défiler. Non, mais tu le crois?
Bon, enfin, il arrive. Alors, Thomas, t'es pistard, toi? Anthony, t'es pas pistard? Si, je pratique un peu de piste l'hiver, justement. Alors, c'est Thomas Thomas qui nous pose cette question, qui nous dit, est-ce que la piste, pourquoi tu te marres, Anthony? Je connais les noms qui posaient les questions. Ah, d'accord. Donc, Thomas demande si la piste est une préparation importante. T'en as toujours fait de la piste? Non, je n'ai jamais fait. Ça, on va dire, ça remplace un peu plus le cyclocross, mais c'est plus vraiment pour la préparation routier. Donc, ça passe par là, je pense, pour récupérer tout de suite le bon coup de pédale et pour continuer l'entraînement au chaud, on va dire, sans être au froid pendant tout l'hiver. Parce que t'es originaire, t'es de la région parisienne. Vous êtes de la région parisienne au départ, non? Oui, on est de la région parisienne. Oui. Ouais, pour faire du vélo sur piste en région parisienne, c'est quoi? C'est aller à l'INSEP? Non, je me suis un peu rapproché. Je suis plus vraiment du Vélodrome national à Saint-Quentin. Saint-Quentin, oui. Non, je voulais dire avant que Saint-Quentin existe, hein, pour ceux qui, pour ceux qui auraient noté, je sais quand même, on m'a tenu au courant. Je sais qu'il y a un nouveau vélodrome maintenant à Saint-Quentin. Et je crois que vous êtes nombreux à y aller quand même, parmi les pros qui vivent en région parisienne, à aller à Saint-Quentin. Non, vous êtes quand même. J'ai l'impression qu'une habitude est en train de se créer, surtout l'hiver. Je me souviens que l'hiver dernier, par exemple, Johan Ofredo y allait assez souvent. Enfin, il y a quelques pros, j'ai l'impression, qui ont pris leurs habitudes là-bas. Oui, bah c'est agréable de rouler. Il n'y a pas de circulation déjà, donc pour des routiers qui veut rouler tranquillement, et puis en plus il y a quand même l'histoire de la température, c'est quand même en intérieur, donc forcément ça donne envie de rouler au chaud et au sec et pas de vraiment d'avoir froid. Et puis d'ailleurs on a quand même quelques zones de travail, et puis c'est vrai que ça nous permet de se rencontrer pendant l'hiver. Je vais citer quelques noms, il y a Johan Ofredo, Tony Galopin des fois qui est arrivé, je l'ai vu de temps en temps aussi à l'hiver, et des bons coureurs aussi d'Île-de-France, que ça nous arrive aussi de nous retrouver là-bas. D'accord. Et à l'entraînement, tu roules avec qui sur route d'une manière générale? Sur route, Avec... la plupart du temps, on va dire, je m'entraîne. Des fois, je m'entraîne avec ma copine, ça m'arrive. Et puis ensuite, ça m'arrive aussi de rouler avec mes frangins, mais sinon, plus pour faire un travail particulier, je préfère rester un peu plus seul quand même. Ah ouais, t'es un solitaire. Tu penses que le qualitatif, c'est mieux quand on est tout seul? Bah, c'est bien d'avoir une relation de groupe, mais des fois, c'est bien de vraiment se spécifier sur certains entraînements. On est tous faits différemment, donc certains types d'entraînement ne vont pas correspondre à d'autres. Donc après, il faut vraiment trouver ce qui marche pour soi et le travailler pour que ça aille au mieux. Bon, écoute, ton patron n'a pas l'air de revenir. Je crois qu'il n'y arrive pas. Il faut dire qu'il a eu tout à l'heure lui aussi quelques difficultés pour se connecter. Je crois qu'on va en rester là. Moi, j'ai bien aimé cette petite conversation. Est-ce que sincèrement, tu es encore tout jeune? T'as 21 ans, c'est ça? Oui, j'ai eu 21 ans au mois de mai. T'as 21 ans, t'es monté sur le podium des championnats du monde. Ça restera pour l'instant ton souvenir le plus fort, ou est-ce que déjà sur le vélo, t'as connu des émotions plus fortes? Bah, j'ai connu des émotions aussi fortes, mais l'émotion qui reste le plus intense, c'est quand vraiment on est sur la première marche et puis qu'on entend la Marseillaise retentir pour nous, pour moi-même. Et là, c'est une autre pression. Et puis, on l'a très bien vu sur Kevin, qui était très ému sur le podium. Et puis, moi, à côté, très, très content. Et derrière, bien sûr, j'étais content d'être sur la troisième marche. Je dis pas le contraire, mais de vivre, de dire que c'est pour moi, c'est vraiment la Marseillaise a été mise pour moi parce que c'est moi qui ai gagné. C'est encore autre chose derrière. Tu aurais préféré, évidemment. Évidemment. Mais d'autres émotions, c'est différent. Ouais. Et Kevin, le Danois, nous disait il y a 2 jours qu'il voulait lui retenir une image, celle d'avoir vu, et c'est pas si fréquent, nous disait-il, d'avoir vu une équipe où tout le monde est prêt à se sacrifier pour l'autre. Et que il nous disait que c'était aussi très enfin, c'était pas tout à fait ces mots, mais j'ai eu l'impression qu'il voulait dire que c'était très générationnel. C'est-à-dire que vous êtes d'une génération où quand on porte un maillot d'une équipe, et je parle pas seulement du maillot national, même si c'était le cas là, oui. Visiblement votre entraîneur, en l'occurrence Pierre-Yves Châtelon,
a réussi à obtenir de vous cet esprit de sacrifice. Tu as conscience que dans le vélo, c'est un truc très important? Oui, bah on n'a pas rien sans rien. On peut prendre par exemple Nasser Bouhanni. Nasser Bouhanni, il peut être très fort tout seul, mais derrière, s'il a une équipe pour solidifier, il sera encore plus fort sur un sprint massif et dans un final. Donc c'est quelque chose d'important d'être tous, on va dire un peu pas en communion, mais pas loin, mais tous très ensemble sur la course et de vivre les mêmes sensations. Donc quelqu'un qui a pédalé avant, qui a fait des efforts avant pour justement que ce soit groupé avant une montée et pour que le copain puisse faire le résultat derrière, c'est pas anodin. Si personne contrôle à l'avant, bah c'est des efforts que Kevin aurait peut-être dû faire et qui est peut-être des efforts qu'il aurait payé dans le final. Donc on est tous conscients qu'il y a une personne sur la plus haute marge du podium et on fait tous ensemble, on se cotise pour justement un de nous soit en haut. Et pour ça, des fois, il faut plus qu'être coéquipier, il faut limite être une bande de copains. Et je pense que Pierre-Yves, en faisant des stages, a réussi à créer ce groupe, même s'il nous a aussi préparé. Derrière, on a tous des entraîneurs différents qui nous entraînent. Donc forcément, réunir un groupe avec qui on s'affronte tous les dimanches l'un contre l'autre, c'est pas évident à créer ce groupe-là. Et sur le championnat, avant le départ, on savait tous qu'on était très unis et justement, on était tous partis très confiants et déjà mentalement, on avait tous la force pour briller sur ce championnat du monde. Bon, bah écoute, j'espère que tu auras l'occasion de connaître des vraies émotions. L'année prochaine, tu seras dans le train tu feras partie de ceux qui doivent emmener Nasser Bouhanni dans les sprints, puisque tu vas assez vite, ou est-ce que tu penses que tu ne seras pas dans ce train et qu'on va plutôt privilégier tes qualités je trouve plus le mot, je trouve plus l'expression, enfin, de tes qualités individuelles pour aller éventuellement chercher des résultats? Bah, c'est quand même deux programmes différents. Il y a celui-là de Nasser qui est vraiment relativisé pour les sprints. Donc, il faut quand même des coureurs qui soient de bon augure et de très forts pour lui emmener les sprints et pour puisse contrôler la course pour que ça arrive sur un sprint. Mm-hmm. Et derrière, il y a quand même un autre programme de course, comme disait Yvon, où ça grimpe un peu plus et plus pour des punchers grimpeurs. Et là, ça fait un autre. Donc, je pense être un peu divisé un peu entre les deux groupes et pour faire deux rôles différents. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que j'ai une polyvalence assez correcte. Donc, ça fait que je peux remplir plusieurs rôles à la fois. Bon, ben on te racontera pas, Yvan, tout ce que nous a dit Anthony, mais je peux te dire que c'est du lourd. Hein. Oh la vache, il nous a fait de ces révélations. Enfin bon, ça tombait bien finalement cette petite absence. C'était très bien. On a appris plein de choses. Je voudrais m'excuser en tout cas pour mon départ précipité et un retour un petit peu long. Ouais, dis donc, t'as redémarré ton ordinateur, mais apparemment il faudra peut-être que tu fasses un peu de ménage dans ton ordi, hein, parce que. Il faut une manivelle j'avais pas la manivelle là. D'accord. Bon, il nous reste un tout petit peu de temps. Dis donc, qu'est-ce qui change chez Cofidis par rapport au niveau du recrutement et par rapport à la saison prochaine? Tu constitues un train plus rapide pour Nasser? C'est ça l'objectif principal ou fallait étoffer d'autres registres? Je persiste et je signe sur le double aspect des choses. Non, effectivement, on veut être encore plus performant autour de Nasser. Mais on a déjà trouvé une partie des solutions chez nous, donc ce qui est mieux et bien. C'est-à-dire avec notamment le travail de Christophe Laporte, qui a vraiment pris un rôle prépondérant dans l'approche des sprints et en tant que lanceur, je dirais au même titre que Geoffrey Soupe, qui s'est bien relancé cette saison et qui est également bien présent à ce niveau-là. On va se renforcer avec l'arrivée de Borut Bozic, qui est un coureur qui a de l'expérience en la matière, qui est aussi un coureur qui a de l'expérience sur les classiques, des épreuves qui sont aussi importantes chez Cofidis historiquement. Et puis à côté, on a l'arrivée d'un coureur comme Arnold Jansson, donc qui lui va être aussi un coureur qui doit renforcer l'équipe sur le volet. Le programme, je dirais, complémentaire à celui de Nasser, même si à un moment donné, il risque de se croiser sur certains grands événements, bien entendu, mais donner de la solidité à l'équipe,
sur les courses par étape de 8 jours, au niveau peut-être de regarder un petit peu plus sur les classements généraux, et notamment avec des coureurs comme Nicolas Hédet, comme Dani Navarro. Je pense que ça va constituer Rudy Mollard, ça va constituer un groupe qui sera plus solide à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a convaincu de garder Dani Navarro finalement en vue de la saison prochaine? Je pense qu'on a été quand même quelques observateurs à penser que Dani ne resterait pas chez Cofidis l'an prochain. Il était en fin de contrat et tu l'as fait signer. Bah déjà, Dani, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. J'oublie pas non plus, je suis pas amnésique, donc il nous a apporté quand même des choses intéressantes et il a fait vivre cette équipe pendant 2 années, en partie en tout cas sur ses résultats. Donc ça, faut jamais oublier quand un coureur a une saison difficile, pas de son fait. Dani, ça reste un coureur professionnel et au niveau exemplaire, au niveau de son professionnalisme, de la manière dont il fait son métier. Donc je pense que Dani, on peut rebondir en 2016 et il peut encore apporter quelque chose à l'équipe. C'est pas quelqu'un, je pense, qui est usé. Ni dans la tête, il a encore envie de faire du vélo. Il s'entraîne, je dirais, Dani, il s'entraîne encore comme un cadet. Il est sur le vélo, il vit pour le vélo et par le vélo. Et donc, son potentiel, je dirais, il est encore là. Je pense que son retour, par exemple, sur le Dauphiné, montrait qu'il avait encore de belles dispositions. Alors, c'est vrai que ça a été vraiment, quand on parle d'année noire pour des coureurs cyclistes, ça a été vraiment une année noire pour lui. Mais je pense qu'il méritait une chance sur cette année 2016. Je dirais à lui de la saisir, mais il en est complètement conscient. Peut-être avec une approche un petit peu nouvelle. Là, il est vraiment au repos. Il va se reposer pendant quasiment 1 mois et demi, des choses qu'il faisait pas avant. Il a aussi beaucoup enchaîné. Peut-être ça a pu peser également. Et puis, je pense qu'à partir de là, il est capable de rebondir et de refaire encore de belles choses pour l'équipe. C'est aussi quelqu'un qui est capable de donner un coup de main à des coureurs si besoin est. Il l'a montré, ça a été une grande partie de sa carrière, donc il peut aller chercher le résultat, mais il est capable aussi d'amener quelque chose à l'équipe en montagne notamment, parce que ça reste un très bon grimpeur. Bon, il y a Hervé qui dit chapeau, ils vont garder Navarro, c'est classe. Le facteur humain, ça peut être aussi déterminant. Voilà, c'est pas seulement, on n'est pas dans le monde, le monde cruel des affaires ou du rendement immédiat. En ce qui concerne les Belges, vous les gardez il y avait 2 coureurs belges, Van Steyen et Van Bilsen. Ouais. Ils restent chez Cofidis l'année prochaine? D'une part, ils avaient signé pour 2 ans. D'accord. C'est déjà une bonne. Mais en plus, je dirais qu'ils ont complètement rempli l'attente qu'on pouvait avoir à leur niveau, aussi bien au niveau de l'intégration dans le groupe, et je pense que Anthony me démentira pas là-dessus. Ce sont deux garçons charmants qui sont capables de faire preuve de collectif, qui sont capables aussi d'essayer d'aller chercher le résultat. Et aujourd'hui, on a tout lieu de se féliciter de leur arrivée au sein du groupe. Vraiment, ils sont bien fondus dans l'équipe. Je pense que tous les coureurs ont une bonne relation avec eux. L'ensemble de l'équipe Cofidis, je dirais, aussi bien au niveau du staff que des coureurs, je pense, sont satisfaits de Michael et de Kenneth. Kenneth qui a fait un Tour de France satisfaisant, c'était son premier. Non, c'est vraiment, je pense, quelque chose de bien qu'il soit avec nous l'année prochaine. Et pour conclure cette fin de saison, je te donne le choix, je suis un peu le Père Noël, soit gagner avec Nasser l'Europe Tour, soit gagner la Coupe de France. Tu prends quoi? Moi, je dirais une troisième chose, gagner Paris Tour avec Nasser ou un autre. J'étais un peu sûr de ça. Tu fais Paris Tour, Anthony? Non, c'est pas une course pour toi, ça. Si, c'est pas dans mon programme. Bon, t'es puni, c'est pas possible. T'es content de participer à Paris Tour? Oui, je l'avais fait l'année dernière. Bon, j'étais malade chez les amateurs, mais je suis confiant pour cette année. Les jambes, ça va encore, donc ça va aller.
Bon, eh ben merci messieurs d'avoir été en notre compagnie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et puis, on le sait, on peut revisionner ça ou le visionner en replay. Ce sera sur les réseaux sociaux, sur Velops. Je rappelle donc qu'on avait décidé de passer une partie de cette soirée avec deux éminents personnages de l'équipe Cofidis. Combienième saison l'an prochain chez Cofidis, Yvon? 20e. 20e, c'est le record des équipes françaises avec, je crois, la FDJ, puisque ces deux équipes, il me semble, avaient démarré ensemble. 2 décennies pleines, pourvu que ça dure. C'est signé jusqu'à quand? 2019, fin 2019. Fin 2019. Et Nasser Boigny, il a re-signé une année en plus, non? C'est ça? C'est ça, exactement. Jusqu'à fin 2017. Exactement. Bon, on vous souhaite plein de succès pour Nasser. Et puis pour répondre à la question, on a compris qu'il y avait quand même pas que Nasser dans cette équipe. On espère que les recrues, notamment Arnold Jenson, fera aussi bien et dans d'autres registres. Et puis que bien sûr, Anthony, tu continueras ta progression en continuant à gagner des courses. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été en notre compagnie et à très bientôt. Salut. Merci. Bonne soirée à tous également. Salut Anthony. Merci. Et bravo pour vos qualités de geek. Vous étiez remarquable.